De là, passons à Madame de Maintenon. L'empereur lui trouvait une des carrières les plus extraordinaires. C'était la Bianca Capello du temps, disait-il. Moi, romancière, mais aussi pas si amusante. Et poursuivait ses doutes historiques. Il ne revenait pas du mystère de son mariage. Il était parfois tenté de la regarder comme un problème, malgré tout ce que avions dit les mémoires du temps. Les faits est, observait-il, qu'il n'existe, n'a jamais existé aucune preuve officielle et authentique, quel que pouvait être le motif de Louis XIV de tenir cette mesure si strictement secrète pour son temps et pour l'avenir, ou comment la famille de Neuilly, parente de Madame de Maintenon, n'a-t-elle jamais rien laissé percer à cet égard, surtout encore Madame de Maintenon ayant survécu à Louis XIV. L'empereur se sentant fatigué s'est retiré à jouir de bonheur. Il paraissait souffrant et triste, abattu. Dimanche 1er septembre 1816. Les ministres, M. Darou, anecdote, parure oui, des Sainte-Hélène, fanée de Sainte-Hélène. Sur les 3 heures, l'empereur est sorti, disait avoir été mou, dégoûté toute la journée. Bon, paysan. Nous avions tous été de même, c'était le temps. Nous avons gagné la grande allée du bois, tandis qu'on attelait la calèche, rendue à l'extrémité. La pluie est survenue. Elle a été assez forte pour que l'empereur fût obligé de chercher un abri au pied d'un arbre à gomme, ce qui n'était pas un grand séjour, vu le peu de feuillage de cet arbuste. La calèche est à cœur de nous prendre, nous revenions au galop quand nous avons aperçu le gouverneur qui arrivait de son côté. L'empereur a aussitôt ordonné de tourner. Disons que des 2 mots, il fallait savoir choisir le moindre. Et nous avons fait de tout au grandissime galop en dépit de l'orage et de la pluie. Mais nous avions échappé sur Hudson. C'était encore un gain. Avant le dîner, l'empereur dans sa chambre passait en revue les personnes qui l'avaient servi dans sa maison au Conseil d'État. Dans les ministères, il a dit de M. Daru que c'était un homme d'une extrême probité, grand travailleur à la retraite de Moscou. La fermeté de M. Daru s'était fait particulièrement remarqué. Et depuis, l'empereur répétait souvent qu'au travail du bœuf et joignait le courage du lion. Le travail semblait l'élément de M. Daru. Il avait toujours rempli tous ses instincts, si bien que quand il se trouva ministre secrétaire d'État, quelques le plaignaient de l'immensité de travail qui devait l'absorber désormais. Bien au contraire, répondit-il plaisamment, c'est depuis mes nouvelles fonctions qui, me semble, n'avoir plus rien à faire. Il se trouva pourtant, pris une fois, l'empereur l'ayant demandé après minuit pour travailler, M. Daru se trouva tellement accablé de fatigue qu'il savait à peine ce qu'il écrivait et qu'il la nature. L'important, ils sont dormis sur son papier, après un sommeil profond, venant à rouvrir les yeux. Quel fut son saisissement d'apercevoir l'empereur travaillant tranquillement à ses côtés. L'état des bougies l'avertissait assez que son absence devait avoir été longue. Attiré, confondant ses yeux, un certain Véron a rencontré ceux de l'empereur qui lui dit « Eh bien oui, monsieur,
Vous me voyez faisant votre travail puisque vous n'avez pas voulu le faire. J'ai pensé que vous aviez bien soupé, passé une bonne soirée, mais encore faut-il que le travail n'en souffre point. Ah, sûr, lui dit alors M. Darou, moi, avoir passé une bonne soirée. Voilà plusieurs nuits blanches que je passe au travail, et votre majesté vient donc voir la triste conséquence qui m'afflige cruellement. Et qui ne me disiez-vous cela, lui dit l'empereur. Je n'ai point envie de vous tuer. Allez vous coucher. Bonne nuit. Monsieur Darou, voilà certes un trait caractéristique et bien propre à détromper des fausses idées dans lesquelles nous étions généralement dans ce temps-là sur le naturel et traitable de Napoléon. Mais je ne sais pas quelle fatalité, je le répète sans cesse, les traits de cette nature demeurèrent perdus au milieu de nous, tandis quand je les ai circulés avec tant d'activité. Les fables et les absurdités qui pouvaient lui être défavorables seraient ceux que les courtisans réservaient pour le château sans leur courtisanerie et cherchaient en contrepoids d'ailleurs dans une apparence d'opposition et d'indépendance. C'est qu'il y a de certains, c'est qu'il en était ainsi, et que c'est lui qui se serait complu à répéter ces traits dans le salon. Ce serait entendu dire probablement qu'il les avait inventés. On n'y aurait pas pu une bidée d'avoir pu les croire.